Bonjour, bienvenue à la présentation L'analyse de valeur entrepreneuriale, une démarche de recherche et d'innovation collaborative et itérative. Je me présente, Gabrielle Langlois, conseillère au partenariat et à l'entrepreneuriat chez Ivado, et je serai votre modératrice pour cette session. Pour ceux qui viendraient nous joindre, si c'est encore le cas, quelques mentions en commençant. Donc, vous savez que le temps est très précieux puisque les présentations s'enchaînent. Alors, ne m'en veuillez pas quand j'indiquerai qu'il reste seulement 2 minutes ou que c'est la dernière question. Ensuite, pour les questions, vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran, un onglet clavardage, questions et sondages. Merci d'utiliser l'onglet questions pour les poser celles-ci. Ça m'évitera d'en rater si jamais il y avait des conversations. Ce qui m'amène aussi à spécifier qu'il n'y a pas d'option d'interaction audio avec la plateforme. Tout se passe à travers le chat et je rapporterai vos questions à la conférencière. Aussi, toutes les présentations sont enregistrées et seront disponibles à la fin, d'ici quelques jours, sur la chaîne YouTube Ivado. Donc, si jamais vous hésitez entre deux présentations, rassurez-vous, vous aurez le loisir d'aller les revoir. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencière, Nathalie Miara, CEO de Eduplan Solutions. Nathalie est PhD et psychopédagogue avec plus de 25 ans d'expérience en intervention psychopédagogique et professeure associée à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Soucieuse à l'égard des élèves à besoins particuliers, elle est très impliquée dans la recherche et développement dans le but de soutenir les différents professionnels du domaine de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Son expertise en évaluation dynamique, innovation pédagogique et médiation cognitive ont fait d'elle une experte en planification de plans, projets ou programmes pédagogiques. Engagée dans ses activités professionnelles, elle est présidente du conseil d'administration au Centre BANAV, au service des élèves à besoins particuliers. Vice-présidente du comité exécutif de l'Association internationale de psychologie cognitive, membre du groupe d'études sur le handicap de McGill, fondatrice et directrice des activités de recherche au CIRP, Centre d'information et de ressources sur le plan d'intervention, et cofondatrice d'Eduplan Solutions. Nathalie, c'est à vous. Enchantée. Alors, bonjour tout le monde. Heureuse d'être là avec vous. Donc, on va aller rapidement. Donc, l'analyse de la valeur entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, on veut vous parler de ce processus de recherche et d'innovation au bout des doigts, qui est une démarche vraiment d'innovation qui s'illustre assez bien et qui met l'accent vraiment sur ces différentes étapes qui sont vraiment itératives et sur son écosystème d'innovation et sur la contribution de ces différentes communautés. En gros, juste pour vous contextualiser, Eduplan Solutions, bon, c'est une entreprise qui offre des services de technologie accessibles et efficaces sur le plan de la planification. Et c'est à l'intention des intervenants, des parents, des élèves, des professionnels dans le secteur de l'éducation et de la santé. Mais il y a également ce qui accompagne tout ça, des formations ou de l'accompagnement dans l'innovation pédagogique. Donc, notre démarche, ici, le but vraiment, c'est plutôt de vous donner la démarche d'innovation pédagogique que j'ai surnommée suite à l'AVP, l'analyse de la valeur entrepreneuriale. Donc, comme vous voyez ici dans le schéma, c'est une démarche très itérative où on débute avec une certaine problématique. Quand on veut innover, quand on veut développer des produits de transfert de connaissances, c'est qu'on veut satisfaire certains besoins, c'est qu'on veut régler, solutionner des problèmes. Donc, on débute avec le problème et ensuite, on continue à identifier qui vont être les utilisateurs de cette connaissance, de ce procédé, de ce service qu'on souhaite développer. Et à la lumière de tout ça, donc on va après ça déterminer quels sont les besoins des différents utilisateurs potentiels afin de vraiment bien cibler les différentes catégories de besoins dans le but encore de satisfaire les besoins de ces différents utilisateurs. Et bien sûr, tout ceci se fait dans un cadre de recherche à partir d'un cadre de référence, mais aussi une recherche terrain où on commence, comme vous voyez les petites bulles en jaune, où on commence déjà très tôt dans le processus d'innovation à entretenir et créer en fait des relations et des collaborations avec différents types d'utilisateurs. Pour notre part, à ce moment-là, nous avions commencé déjà avec 66 catégories de types d'utilisateurs potentiels pour identifier des centaines de besoins que nous avons organisés et catégorisés.
Après avoir identifié les besoins, on ne saute pas, tout le monde est, de manière générale, on est vraiment pressé à passer à la conception, on a très hâte de faire ça, mais il y a encore une étape intermédiaire qui nous demande de faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Et l'analyse fonctionnelle, c'est en fait de déterminer les fonctions de votre futur service, procédé, outil ou produit pédagogique que vous voulez développer. Puis une fois qu'on a identifié toutes ces fonctions, bon, il y a un travail aussi, un remue-ménage à faire, un nettoyage à faire, une organisation à faire, et on fait ce qu'on appelle on élabore un cahier des charges qui est très connu dans le contexte de l'ingénierie. D'ailleurs, l'AVE vient de l'AVP. L'AVP, donc mes collègues Jacques Langevin et Sylvie Roch se sont réunis en ingénierie pour voir qu'est-ce qu'on fait dans le contexte de l'ingénierie et qu'on pourrait adapter. Donc l'origine de tout ça vient de ce milieu-là. Donc c'est assez connu, le CDCF, le cahier des charges. Mais bref, le cahier des charges vient vraiment nous préciser quelles sont les fonctions et les fonctions principales, secondaires, tertiaires, et ainsi. Et puis c'est après avoir vraiment déterminé ces fonctions qu'on passe à la prochaine étape où on se lance dans des techniques de créativité. Là, on passe vraiment dans l'innovation, mais on commence avec nos techniques de créativité pour la recherche d'idées, la recherche de solutions, à la lumière de toutes les fonctions qu'on a identifiées. Et suite à cela, on peut passer, une fois qu'on a déterminé donc, les idées qu'on va retenir à partir des techniques de créativité, on passe à la prochaine étape qui est le prototypage. Et bien sûr, après le prototypage, on continue dans l'implantation, l'évaluation et validation et décision. Mais vous voyez, dans tout ce processus, en dessous, là, dans l'image que vous voyez présentement, il y a encore les petites bulles de communautés de personnes, et les communautés de personnes et d'utilisateurs, en fait, ce n'est pas que des utilisateurs, augmentent en nombre et en type de communauté. Donc, je reviendrai sur le type de communauté que nous avons mobilisé pour la réalisation de ce projet qui a commencé en 2006 et qui continue à se poursuivre. Mais dans cette démarche, donc évidemment, avant d'arriver à des produits technologiques, nous sommes arrivés avec des produits de transfert de connaissances, des procédés, des outils en PDF, bref. Et tout ceci, nous avons réuni dans un site que nous avons nommé le Centre d'information et de ressources sur les plans d'intervention. Donc, ce sont donc des produits de transfert qu'on a pu mobiliser, mais qui nous a permis encore d'entretenir les communautés de personnes avec qui nous sommes en train d'échanger et de travailler pour continuer et poursuivre l'innovation. Quelques liens et différences avec le design thinking qui est très connu dans le domaine de l'innovation. Donc, vous voyez, on fait comme le design thinking, la définition, il y a de l'empathie, il y a de l'idéation, bref, tester, le prototypage. La petite différence, je dirais, ça vient notamment avec l'analyse fonctionnelle qui vient se rajouter, qui est l'étape intermédiaire entre les besoins et l'idéation. Et puis, bon, ce qui vient après dans le testing, où on vient définir de manière très itérative, encore une fois, où on revient souvent, toujours avec une équipe de conception et des collaborateurs et différentes communautés. Et puis, ce processus, en fait, on revient souvent sur le prototype qui est en processus d'amélioration et de validation jusqu'à la diffusion. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne aussi, lorsqu'on est dans une telle démarche, on est dans une structure organisationnelle qui met plutôt en lumière la dynamique d'une entreprise apprenante. Contrairement à ce qu'on voit dans le modèle plus traditionnel et hiérarchique, ici, on est vraiment dans la mobilisation des différentes personnes qu'on va retrouver dans ces différentes communautés et qui va nous aider, donc, voilà, qui va contribuer dans le développement de l'innovation, mais aussi dans la diffusion, dans la façon dont on va devoir gérer, même sur le plan entrepreneurial.
Ouais, je reviendrai sur la transdisciplinarité. C'est une démarche qui va s'appuyer bien sûr sur la gestion donc de ces talents, c'est ce qui est important, le partage des connaissances tacites, explicites. Et donc, ce qu'on vient ici mobiliser, dans notre cas, c'est tout ce qui est accessibilité, accessibilité universelle à ceux qui ont des différentes incapacités, que ce soit des incapacités physiques, visuelles, auditives ou cognitives. On va chercher les talents et les compétences dans l'inclusion, dans l'intervention, en créativité, innovation, dans la planification, puisqu'on est dans des procédés, et tout ce qui est analyse, évaluation, accompagnement, formation et recherche. Donc, l'importance ici, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les compétences et les talents qu'on doit mobiliser, donc c'est différent, qui constituent finalement les différentes communautés, et c'est ce qui vient, c'est ce qui nous aide finalement à atteindre nos objectifs d'innovation. Donc, dans notre cas, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons mobilisé pas juste une communauté d'utilisateurs potentiels, mais nous avons donc des communautés aussi d'intérêt. Donc, ce sont tous les acteurs qu'on peut retrouver dans le secteur de l'éducation et le secteur de la santé, services sociaux. Mais il y a également deux autres communautés. Nous avons pu mobiliser donc la communauté épistémique, d'ailleurs avec l'aide aussi d'Ivado, de pouvoir mobiliser des partenariats et des experts universitaires, l'unité académique, mais il y a également des experts du domaine de l'entreprise et la communauté de pratique qui vient également mobiliser des experts dans le domaine de l'entreprise. Par contre, dans la communauté de pratique, ce sont des experts qui ont une expertise dans ces deux secteurs d'activité qui sont un peu plus difficiles sur le plan, disons, du marché, pour percer le marché en éducation et en santé. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous donne comme a bien illustré mes collègues Ager, Chalgoumi et son équipe à l'Université d'Ottawa. On voit bien la transdisciplinarité qui est très importante. Comme vous voyez ici, combining disciplines, c'est agile. On est dans un processus agile et itératif parce que c'est des fonctionnalités. On n'attend pas la fin du processus, du procédé ou de l'innovation pour tester. Et puis, en fait, ces illustrations, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes, ces photos, où lorsqu'on essaye d'innover ou de créer ou de développer des produits de transfert de connaissances et qu'on se retrouve de manière isolée, bon, ça donne ce que ça donne. Par contre, si on essaye d'intégrer, ben, on tombe dans la salade que vous voyez, mais si on veut intégrer encore plus, on voit les éléments s'intégrer, comme vous le voyez ici, dans une soupe où il y a un mélange, c'est pas une super imposition comme vous voyez dans la salade. Et puis, quand c'est transdisciplinaire, on arrive à une intégration totale où c'est même difficile de voir chaque composante qu'on va retrouver dans cette innovation. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une approche qui est vraiment centrée sur la complexité et la dynamique d'une problématique. C'est centré sur la collaboration, sur les compétences individuelles et aussi collectives, sur l'inclusion aussi des diverses connaissances issues des différentes disciplines. Important aussi parce que c'est centré sur l'apprentissage et sur les processus qu'on est en train d'utiliser pour apprendre au niveau individuel et collectif, et bien sûr centré sur les processus de production de nouvelles connaissances ou solutions, parce qu'à partir de chaque connaissance qu'on est en train de produire dans une équipe transdisciplinaire, à partir de ces nouvelles connaissances, nous sommes en mesure de produire encore d'autres nouvelles connaissances, et puis on continue dans ce processus. Je vais juste rajouter, dans le secteur de l'éducation, de la santé et des services sociaux, étant donné qu'on fait quand même, on travaille pour une clientèle, pour le destinataire des services, ce sont des êtres humains. Et c'est tellement important de mobiliser tous ces différents acteurs pour s'assurer, en fait, d'avoir créé ou innover ce qui vient répondre et respecter en même temps. Il y a les droits de la personne, bref. Donc, ça revient au destinataire des services qui est l'être humain. Donc, d'où vient l'importance vraiment de s'assurer de mobiliser ces différentes personnes avec différentes compétences et talents. Ceci dit, ça nous a amené
aller plus loin. Ce qu'on essaye maintenant de faire, c'est de mobiliser nos 4 communautés qui sont toujours ouvertes à inclure d'autres personnes, mais en fait, on voudrait aussi réunir ces 4 types de communautés différentes dans un écosystème où les 4 pourraient profiter entre elles et d'avoir un partage de connaissances que nous avons nommé Inclulab. Et évidemment, donc c'est ouvert à tous. Et le but, encore une fois, c'est de se pencher pas forcément que sur nos projets. Tout le monde est invité, oui, à contribuer, mais aussi pour les autres projets, pour d'autres entreprises ou milieux académiques qui ont des projets d'innovation dans le contexte de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Voilà, j'ai essayé de faire ça rapidement, respecter le temps. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, je vous invite aux participants à aller poser vos questions dans le chat et moi, je vais peut-être ouvrir la discussion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont le patient ou le client est impliqué dans la plateforme? Donc, vous avez parlé des communautés de pratique, des différentes expertises, mais comment le client qui est au cœur de tout ça est partie prenante? Alors, c'est bon? Oui. Des échos. Alors, quand on parle des utilisateurs potentiels, ce sont les patients. Eux, en fait, ils sont inclus pour nous donner aussi en tant qu'utilisateurs de ce procédé ou de ce traitement ou peu importe ce qu'on veut essayer de créer ou innover, on les implique pour essayer de mieux comprendre leurs besoins, mais pas juste à un stade préliminaire, parce que là, en préconception, vous avez vu par le modèle que je vous ai présenté, on les inclut au tout début, mais ce n'est pas suffisant de les inclure au départ. Parce qu'au départ, on n'a pas encore, on a peut-être des produits semblables ou quelque chose qui se rapproche à ce qu'on voudrait faire. Mais il faut aussi arriver plus tard avec un premier prototype de l'innovation qu'on fait pour essayer de voir comment on réagit, quelles sont les interactions, par exemple, même ergonomiques, avec l'objet ou le site ou la technologie qu'on est en train de créer. C'est pas suffisant parce que en fonction des premiers besoins, les premiers besoins sont faits à partir de ce qui existe. Mais on ne connaît pas encore les besoins à partir de ce qui a été innové. Donc, on revient encore sur une analyse de besoins, mais c'est à partir de la conception. Puis juste avant aussi la conception, on les inclut aussi on les invite aussi à partager avec nous, à faire le choix et la hiérarchisation des fonctions que devrait remplir ce futur ou cette future innovation. Merci. Puis peut-être pouvez-vous nous en dire un peu sur vos prochains défis? Qu'est-ce qui s'en vient pour Eduplan? Les prochains défis, nous sommes encore parce qu'on est présentement sur un projet où en fait un des prototypes c'est un système de recommandation sur des recommandations d'intervention et des objectifs qu'on devrait aborder ou suivre ou poursuivre pour les personnes qui ont des besoins particuliers. Et ce qui est important maintenant, c'est vraiment de valider la justesse de ce type de système qui, et je vais souligner, qui accompagne, parce que l'intelligence n'est pas là pour remplacer les professionnels ou des cliniciens, elle est là pour accompagner, mais dans son processus d'accompagnement, ce qu'il faut, c'est valider la justesse et l'efficacité de ce type d'accompagnement.